Bonjour. Donc l'idée, de ce en live avec Excel, est de revenir un peu à l'idée originale du en live, c'est-à-dire de présenter, des données, vraiment fraîches et récentes de notre activité. C'est une idée qu'on avait eue l'an dernier lors des vendanges 2021, où effectivement on alimentait, ces présentations de données, récemment acquises au laboratoire sur les échantillons qu'on traitait. Hem, Durant l'année, on a refait quelques en live qui étaient plus finalement des webinaires où on traitait de sujets plus globaux. Mais cet en live, le premier de la saison 2022, revient à cette idée originale qui est de vous donner des informations, vraiment en direct des résultats d'analyse que l'on pratique actuellement sur les échantillons du millésime. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé, au 1er retour analytique du millésime 2022. Les thématiques que l'on voulait aborder, c'est, les résultats de delta C13, donc, en lien avec, l'été, assez sec et chaud qu'on a eu, et également l'oxydabilité des blancs et des rosés. On a quelques indicateurs qui vont en ce sens. Faire un point sur la microflore sur raisin, les goûts de fumée dont on a parlé peut-être un peu trop à notre goût, donc c'est pour essayer de pas de clore le débat parce qu'il est lancé maintenant, y compris notamment sur Bordeaux, mais pour vraiment rassurer sur les résultats qu'on a pu cumuler. Et puis en fin de présentation, il y aura une petite surprise sur aussi des résultats récents sur une thématique qui nous a animés ces dernières vendanges et sur lesquelles on a progressé grâce à une innovation du laboratoire. Donc sur la première partie, je vais laisser la parole à Tommaso, qui est directeur technique du laboratoire et qui va vous présenter donc les analyses de delta C13. Merci Vincent. Oui, alors effectivement, je vais vous parler un peu de delta C13. Donc, c'est peut-être un paramètre, un indice, un rapport isotopique que vous connaissez déjà. Mais je voulais juste revenir rapidement sur le principe. Je pense qu'il est important de le connaître pour ne pas, pour ne pas se faire avoir déjà avec des analyses qui ne sont pas vraiment des analyses de rapport isotopique, mais aussi pour comprendre que on parle de quand même une analyse qui descend au niveau subatomique. Donc, il y a une certaine technologie qui est nécessaire pour arriver à atteindre ce niveau de précision. Euh, donc, vous savez, quand on parle de carbone, en vrai, on parle de trois carbones différents. On ne parle pas d'un seul atome de carbone, parce qu'on a le carbone 12, qui est le plus abondant et le plus léger. Après, on a le carbone 13 et le carbone 14. Ces trois isotopes sont considérés des isotopes stables du carbone. Et, c'est cela pour lequel sur lequel nous faisons un focus aujourd'hui, en particulier sur le 12 et le 13, parce que le 14 est très très rare et a une importance seulement pour la datation archéologique. Donc, quand on parle en fait d'isotopes, déjà, analyse isotopique, on parle des atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc, ce qui va changer, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de protons, c'est celui qui définit le nom de l'atome. Donc, si on changeait le nombre de protons, on ne parlerait plus de carbone, on parlerait d'oxygène ou d'autres choses. Donc, ensuite, le rapport isotopique, parfois, il n'est pas simple à lire parce que c'est une valeur négative. On va l'exprimer en moins quelque chose en part par 1000. Exprimé pas en pourcentage, mais par 1000. En fait, tout cela dépend en fait, de ce calcul-là qu'on va voir. Donc, on va prendre l'espèce donc isotopique la plus abondante et on va la diviser par la plus rare divisée par la plus abondante. Et ensuite, il y a une soustraction, donc c'est pour ça qu'on passe à négatif et on multiplie par 1000. Et c'est exprimé avec cela qui s'appelle delta C13. Donc, le ratio isotopique du carbone en nature, il est très variable et très étudié dans plein de domaines différents. En particulier, on considère que notre zéro, ça veut dire un ratio isotopique de zéro, entre le 12 et le 13, c'est défini par un standard qui en fait est un calcaire fossile qui a été extrait donc en Carolina du Sud et qui s'appelle PDB. Donc, quand on exprime les résultats, vous allez voir qu'il y a toujours, en fait, c'est toujours par rapport au référentiel du PDB. Parce qu'il existe d'autres référentiels. Parce que le zéro n'existait pas en soi, c'est juste un échantillon qui était défini comme le zéro, qui est un carbonate marin. Nous, quand on parle des vignes,
ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est dans le domaine des plantes C3. On se trouve dans cette zone-là, plante C3. Vous allez voir qu'il y a plein d'espèces qui, en fait, peuvent avoir des ratios isotopiques qui sont assez différents entre le C12 et le C13. Vous voyez, par exemple, la betterave, elle va se trouver par ici, le sucre de betterave, et le sucre de canne, il est plutôt vers -12. La vigne est en plante C3 et elle va avoir un ratio isotopique qui se trouve environ entre -21 et on va dire -28, -28, -29. Donc on est bien dans le domaine des plantes C3. Ça, c'est juste le fossile dont je vous parlais. Je trouvais sympa l'image parce qu'en fait, c'est un gastéropode qui était. Ça a été extrait à partir du bec de cet ancien gastéropode qui s'est transformé en calcaire avec. Donc, comment ça marche? Le principe, il est relativement simple en soi, mais ça demande une technique et une construction mécanique assez précise, assez subtile. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Ça s'appelle l'IRMS déjà. C'est un spectromètre de masse à rapport isotopique qui est couplé avec un four qui se trouve ici. C'est un four à combustion qui permet de monter autour de 1000 degrés de température. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple les sucres de raisin. On va les introduire dans ces fours à combustion. On va faire une combustion, donc ils vont passer à l'étape volatile. On va transformer tout le carbone donc en CO2. Selon le molécule, le type, l'isotope qui s'est trouvé, donc on va respecter en fait le ratio isotopique naturel de l'échantillon de sucre qu'on a transformé en CO2, parce qu'on aura des molécules de CO2 qui vont avoir à l'intérieur du carbone 12, et des molécules qui vont avoir du carbone 13, du carbone 14, et il y aura aussi des différents isotopes de l'oxygène. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout ioniser dans une source, et on va envoyer ça dans un tube de vol, donc qui va, à travers l'utilisation d'un magnète très, très puissant, on va réussir en fait à séparer les molécules par rapport à l'isotope qui se trouve dans l'atome du carbone. Et en fait, les molécules, elles vont tomber dans des paniers, on appelle ça, des paniers, mais qui en vrai sont microscopiques, hein, mais ils vont tomber dans le panier qui correspond donc au carbone 12, au carbone 13. Et là, on va pouvoir compter le nombre d'atomes qui tombent dans ces paniers. Et en faisant le ratio entre ceux qui sont du carbone 12 et ceux du carbone 13, on obtient le ratio isotopique. Donc, nous, on a acquis cette machine cette année au laboratoire. Alors, pourquoi on s'intéresse à tous ces rapports isotopiques? Là, je rentre dans le contexte du millésime. C'est parce que c'est un indice de stress hydrique. Okay. Comment ça marche? En fait, il y a plusieurs études qui sont disponibles. Je vais en citer quelques-uns, mais cette image, je la trouve très intéressante. Et, pourquoi c'est un bon indice de stress hydrique? C'est parce que quand on a un stress hydrique dans la plante, dans la vigne, on va voir les feuilles, enfin les stomata, qui sont normalement ouverts, comme dans la première partie de cette image, qui vont se fermer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le CO2 et le vapeur d'eau ne vont pas, il n'y aura plus d'échange en fait entre l'extérieur et l'intérieur de la feuille. Normalement, la photosynthèse donc, a tendance à préférer le carbone 12, le plus léger. Vous voyez dans la première partie de l'image, vous avez du carbone 12 et du carbone 13, en rouge et en blanc. Et quand on va construire, donc la plante, elle va l'utiliser pour créer ses substrats, elle va toujours préférer, il y aura beaucoup plus de blanc là, donc du carbone 12 par rapport au carbone 13. Qu'est-ce qui se passe par contre quand on va couper, donc il n'y aura plus d'accès en fait de nouveau CO2 à l'intérieur. Il y aura un deuxième phénomène, le rubisco, qui est l'enzyme responsable de la photosynthèse, il va continuer à préférer le carbone 12 au carbone 13, mais il y aura de moins en moins de nouveaux CO2 qui rentrent. Et là, il sera en tout cas obligé d'utiliser plus de carbone 13. Donc, dans le cas d'un stress hydrique, on aura des delta C13 qui vont être plus bas. Et quand on n'a pas de stress hydrique, on aura des carbone 13 qui seront plus hauts. Ça a été démontré aussi dans la vie, dans le contexte viticole. Ça, c'est un graphique qui le montre très bien. Quand on a des stress hydriques plus importants, on a des ratios isotopiques qui sont aussi plus faibles, donc plus vers moins 21.
Et quand on n'a pas du tout de stress hydrique, on sera plus vers moins 28. Avec ça, on peut donc analyser les millésimes déjà. Là, c'est toutes les données du laboratoire depuis 2019 qui sont présentées. Donc, vous avez les derniers millésimes. Bien sûr, le nombre de données est en train d'augmenter de plus en plus parce qu'on développe l'analyse, donc on a de plus en plus d'échantillons. Mais déjà, on observe sur les premières données de 2022, parce qu'on en a beaucoup qui sont encore en cours. Là, les rouges en particulier dans la zone de Bordeaux, ils sont en train d'être analysés surtout en ce moment. Mais on voit déjà que 2022 déjà, est le millésime en tout cas le plus contraint depuis les dernières 4 années. 2020, c'était aussi un millésime assez où il y a eu du stress hydrique, mais la tendance, je pense qu'elle va s'accentuer encore plus dans les jours à venir pour 2022. Donc, pour 2022 est un très bon millésime pour réaliser des analyses de stress hydrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces analyses, vu qu'il y a du stress hydrique déjà, il va pouvoir vont nous permettre de mettre en évidence des différences au niveau des parcelles, des raisins. Ça permettra de cartographier son propre terroir ou faire de la sélection parcellaire, même au niveau de cuvée. Ça veut dire, là, je vous prends un exemple d'un vignoble que nous avons analysé. On voit très bien qu'on peut quand même définir 3 zones, si vous voulez, dans ces vignobles. Il y a cette partie qui se trouve plus à l'ouest, qui va être où il y a une contrainte qui est plus forte. La partie centrale, où on a une contrainte qui est plus faible, où vous avez plus de bleu, là, vous voyez. Et ici, on va avoir une contrainte qui est de nouveau plus forte, qui s'accentue vers l'extérieur de la propriété. Et, en fait, ce qui est sûr, c'est que les raisins issus de cette partie n'auront probablement pas, même sûrement pas, le même profil aromatique, phénolique, de concentration que les autres. Donc, il peut y avoir un intérêt donc, à les séparer ou les travailler séparément. En général, pour simplifier, après, il y a beaucoup plus d'implications que ça, mais les parcelles où on a un stress, donc un stress hydrique plus important, donc un delta C13 aussi qui sera plus faible, on va voir plus de polyphénols, on a un poids dB qui est plus bas. C'est ce qu'on trouve le plus dans la littérature. Donc ça génère de la concentration. Concernant les arômes, pour les cépages blancs, c'est un peu plus... au niveau scientifique, c'est sûrement pas un peu moins solide parce qu'il y a moins de formes libres quand on a du stress hydrique. Ça a été démontré par plein d'articles, en particulier des thiols. Mais on a tendance à accumuler plus de formes glycosylées. C'est-à-dire que les arômes se trouveront plus sous forme de précurseurs. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement perdus, mais ça va être plus difficile de les libérer après. Il faudra mettre en place des protocoles particuliers. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui sur le C13. J'espère que ça répond à certaines de vos questions. Et on espère de faire beaucoup pour vous. Je vous laisse la parole à Vincent qui va poursuivre la présentation. Merci beaucoup Tommaso. Donc effectivement, c'est une analyse très intéressante de delta C13 qu'on a eu fait les années précédentes en sous-traitant chez un laboratoire académique qui nous réalisait l'analyse. Cette année, on a voulu l'internaliser pour la mettre à disposition de la filière. À notre connaissance, on est le seul laboratoire privé œnologique à faire la méthode selon la méthode de référence. Donc à vraiment faire du mesure du ratio isotopique delta C13 et pas d'un indice global de stress hydrique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. En internalisant, on maîtrise aussi le délai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rendre les résultats sous 48 heures en période de vendange, qui peut être aussi intéressant pour orienter les itinéraires avec les résultats, comme des résultats de maturité technologique ou phénolique. Donc après, les autres points marquants des premiers résultats analytiques globaux qu'on peut tirer des échantillons 2022, sur la partie blanc et rosé, c'est le phénomène qui a été observé aussi dans certaines caves, c'est qu'on avait quand même une relative sensibilité à l'oxydation de ces matrices-là. Donc cette sensibilité à l'oxydation, au laboratoire, on peut la travailler avec une approche en électrochimie, le matériel qui est sur la gauche de la diapositive, et en dosant les composés responsables des phénomènes oxydatifs, en grande partie dans les blancs et les rosés, qui sont les acides phénol. Donc sur la partie électrochimie, nous au laboratoire, pour rappel, on travaille en voltammétrie linéaire avec un matériel là aussi de référence, avec des électrodes tournantes, ce qui évite les couches de diffusion, ce qui évite les problèmes de reproductibilité sur des électrodes imprimées à usage unique. Voilà, nous ce sont toujours les mêmes électrodes, préparées de la même façon. Et ce protocole de balayage linéaire du potentiel, on va enregistrer le courant électrique généré
par l'émission d'électrons des composés présents dans l'échantillon. Donc à chaque fois qu'un composé est à son potentiel redox, il émet des électrons. La quantité d'électrons est proportionnelle à la concentration du composé. Donc l'intensité du courant électrique généré est proportionnelle à la concentration de composés électroréactifs. Et donc en faisant ce balayage, on va aller fragmenter le voltammogramme en une zone, comme sur le voltammogramme en jaune, de composés qui sont facilement oxydables puisqu'on les oxyde dès l'arrivée de potentiel redox autour des 400 millivolts, ce qui n'est pas impossible lors de la production de vin dans l'itinéraire. Donc les composés facilement oxydables, de composés plus difficilement oxydables. Donc de ces informations donc qualitatives, là par exemple en faisant ce bilan, ce comparatif entre les 3 échantillons, l'échantillon jaune est plus sensible à l'oxydation que les 2 autres puisqu'il a des composés facilement oxydables et peu de composés résistants à l'oxydation. On peut aussi en tirer des données quantitatives en faisant les aires sous les courbes. Donc nous on a 2 indices, l'indice global d'oxydabilité qui est l'air sous la courbe dans son entièreté, et l'indice global d'oxydabilité numéro 2 qui est l'air sous la courbe sur la partie des composés facilement oxydables. Et c'est vrai que sur le millésime 2022, on voit en moyenne, donc ça c'est des travaux et des analyses qui ont été permises par Alice Dauphin, qui est docteur en électrochimie et qui réalise pour nous un postdoc en alternance avec l'école de chimie de Bordeaux et le professeur Stéphane Arbeau. Et donc Alice nous a fait cette synthèse de toutes les données qu'elle avait pu accumuler au laboratoire en 2022. Et c'est vrai qu'on a un indice global d'oxydabilité qui est de 38 microampères face à une moyenne ces derniers millésimes qui était de 54. Donc si l'indice global d'oxydabilité est plus faible, ça veut dire qu'effectivement, les mous ont une moins bonne résistance au phénomène oxydatif. Ce qu'a observé aussi Alice, c'est que par contre, l'indice global d'oxydabilité numéro 2, donc, qui représente les composés facilement oxydables, est lui plus élevé que la moyenne des derniers millésimes, puisqu'on est à 0,65, alors que la moyenne des derniers millésimes était de 0,38. Donc effectivement, intrinsèquement, il y a plus de composés facilement oxydables dans les mous et de blanc et de rosé cette année. Ce qu'on a, donc ça c'est une représentation des derniers millésimes, ou alors pas une lecture de droite à gauche, mais plutôt de gauche à droite. 2022 est à gauche et vous voyez qu'effectivement 2022, avec ses 0,65 en indice global d'oxydabilité numéro 2, est un millésime beaucoup plus sensible à l'oxydation que 2021 et on se rapproche finalement de 2018, de 2018. Ce qu'on a observé, en lien avec ça, c'est les dosages des acides phénols. L'acide phénol majoritaire sur ces matrices blanc et rosé, mais sur les jus en général, c'est l'acide caphtarique. Et effectivement, on arrive à sortir des valeurs moyennes plus élevées que celles des derniers millésimes, puisqu'on se situe autour de la dizaine de milligrammes par litre en 2022, par rapport à une moyenne qui est de 5. Alors vous voyez sur la boîte à moustaches qu'il y a une variation qui est très, très forte, parce que bien évidemment, ces composés principalement situés dans la pellicule vont se répartir de façon hétérogène entre les jus de goutte et les dernières pressées. Donc là, c'est une moyenne très globale, mais qui donne une indication si les différents millésimes, on a fait à peu près la même proportion d'anis sur 20 jus de goutte et jus de presse. Tout à l'heure, on a parlé de la comparaison avec 2018. Ce qui est assez intéressant avec 2018, c'est qu'en fait, on a à peu près la même valeur moyenne d'acide phénol, donc qui était un millésime assez record. Et par rapport à l'oxydabilité, on s'intéresse aussi au cuivre en 2018. Qui était une saison quand même un peu différente de 2020, même s'il avait fait beau et chaud et relativement sec sur la fin de campagne. Il y avait une première vague assez pressante au niveau mildiou et beaucoup de traitements cuivre aussi. Comme après il avait fait sec, ce cuivre avait certainement persisté sur les raisins et dans les mous et ils avaient peut-être cette rémanence du cuivre, enfin cette présence du cuivre, en tout cas sur les mous, avait peut-être concouru à fragiliser encore plus les mous que ça n'est cette année. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait dire sur cette oxydabilité, c'est effectivement marqué pour le millésime 2022, à peu près dans les mêmes proportions selon les indices électrochimiques que 2018, que c'est globalement vrai et principalement vrai pardon, sur les jus de presse. Et on observe aussi sur ces jus de presse des remontées assez significatives de pH. On peut avoir des jus de goutte qui ont des pH classiques, mais dès que le pressurage sera un peu poussé, on va avoir des remontées de pH qui sont flagrantes et qui sont en grande partie liées à des teneurs en potassium très élevées. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de peut-être pas tout dans l'immédiat surréagir sur des boîtes d'acidification ou de traitement global de ce traitement globaux de ces volumes-là, mais de vraiment concentrer les efforts
sur les presses qui vont être les plus sensibles à l'oxydation avec les pH les plus élevés, en bien les fractionnant et en leur adaptant des traitements spécifiques, pour faire en sorte qu'il ne soit pas un problème plus tard. Parce que, globalement et là pour le coup c'était une observation qu'on avait pu faire en 2018 aussi, même si, le potentiel aromatique semble un peu plus bas que 2021, qui était un millésime vraiment très, très aromatique, notamment sur les cépages à dominance thiol volatile. On voit qu'on a des potentiels en précurseurs qui sont très intéressants, qui sont à valoriser. Les raisins ont du goût et ça serait dommage de piéger ces arômes plus tard par des rémanences de composés qui s'oxyderaient facilement. Donc voilà, c'est les premières observations, heu, qu'on peut essayer d'affiner en cave. Là, ces observations, elles viennent principalement d'échantillons qu'on reçoit au laboratoire. Il faut savoir que ces analyses-là, on peut aussi les dupliquer en cave et suivre avec vous, des pressurages au fur et à mesure du pressurage. Ça a son sens bien sûr sur blanc et rosé, mais on pourra en reparler, après les phases de macération sur rouge, parce que les phénomènes notamment, acido-basiques, on risque de les reproduire sur les presses de rouge. Et donc ça peut être intéressant de faire ces diagnostics en direct à la cave, dans les semaines à venir, lors de ces pressurages. L'autre sujet d'actualité dont on parle généralement à cette période de l'année, c'est la microflore sur raisin. Comme vous le savez depuis quelques années maintenant, on s'intéresse à dénombrer les populations microbiennes sur raisin et ça nous permet d'avoir des tendances aussi, du millésime à ces niveaux-là. Donc les informations que l'on a actuellement, qui viennent de l'équipe de microbiologie, pour ce qui est des analyses qui nous sont demandées sur raisin, mais aussi de tous les raisins que l'on utilise pour faire des crèmes de levure. En synthétisant ces données-là, on a un phénomène qui est un peu atypique cette année et qui, si vous regardez le En live avec Excel numéro 1 ou 2 de l'année dernière, est complètement opposé du phénomène, de 2021. Dans le sens que cette année, on a plus de bactéries, que de levure sur raisin. Alors en discutant avec certains microbiologistes et certains œnologues, hem, on y voit un relatif sens par rapport à justement à la sécheresse, de l'été, puisque les levures, voilà, cette vie fongique, il y a quand même besoin d'humidité certainement pour que ça se développe. C'était le cas en 2021, on avait des populations très élevées de levures. Là, cette année, c'est plutôt les bactéries qui dominent. Donc ça, c'est représenté par ces histogrammes qu'on incrémente chaque année depuis qu'on fait ces suivis-là. Et vous voyez qu'effectivement les levures, bon, la population n'est pas très basse non plus, on a eu des millésimes plus bas, mais disons que ces derniers millésimes, en tout cas, c'est un millésime relativement moins chargé en levure, en tout cas que 2021. Et pour ce qui est des bactéries, par contre, là, on est sur un millésime qui est très, très, qui est très chargé en bactéries, ce qui n'était pas le cas de 2021, même si on avait mis une barre d'erreur. Enfin, il s'était établi une barre d'erreur par nos calculs relativement importante en 2021, parce qu'il y avait un basculement sur la fin de campagne, avec une prolifération de bactéries acétiques sur la fin de campagne en 2021. En tout cas, là, en 2022, au moment où on se parle, les bactéries dominent et ce sont principalement des bactéries à Gram négatives. Alors dans nos rapports d'analyse, on parle surtout de bactéries lactiques et bactéries acétiques. C'est vraiment les bons termes quand on analyse mou et vin, mais c'est vrai que sur raisin, on va plutôt parler de cette segmentation de Gram positif, Gram négatif, Gram négatif, la coloration, pour segmenter les bactéries. Alors, ces bactéries, elles sont diverses, hein, elles sont diverses et variées. Vous avez un tableau sur la droite qui énumère les bactéries justement à Gram négatif, principalement des bactéries acétiques que l'on va retrouver sur raisin. Hem Ouais, il faut y faire attention à ces bactéries parce qu'elles peuvent avoir des conséquences immédiates lors de début des fermentations. On a pas mal de cas où les fermentations ont du mal à se lancer et nous, on le voit aussi lorsqu'on produit les crèmes de levure, quand on presse les raisins, les jus, pour lancer les fermentations qui vont nous servir pour extraire la biomasse qu'on va produire. Voilà, c'est un peu plus chaotique que les années précédentes et c'est certainement en partie dû à cette flore concurrentielle que sont les bactéries. Cette flore, elle peut être concurrentielle pour le développement, mais elle peut aussi avoir des conséquences. On entend parler de maladie de la tourne. On a aussi pas mal de retours d'œnologues concomitants à des analyses d'acide tartrique, d'acide acétique, d'observations en microscopie de bactéries, plutôt de style lactobacilles. On a quelques cas qui nous sont rapportés et qui sont en lien certainement avec ces développements bactériens. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces bactéries, notamment les bactéries à Gram négatif et les bactéries acétiques en particulier, heu, vont avoir des conséquences sur la capacité de combinaison du vin par la suite. Tous les composés qu'elles vont produire, notamment liés à leur métabolisme oxydatif, ce sont des molécules qui combinent le SO2 par la suite. C'est illustré par ce graphique-là, mais vous avez, voilà, beaucoup de métabolites qui
peuvent être produits par ces bactéries. Donc, c'est pas anodin, même si vos raisins sont sains, sachant qu'ils sont recouverts de bactéries, il faut en avoir conscience. Il y a des outils analytiques qui peuvent permettre de mieux comprendre ça et de mieux estimer justement le risque que ça peut avoir. Doser l'acide gluconique, qui est un bon marqueur de ces métabolismes oxydatifs et de ce risque de combinaison des vins plus tard. Observer les choses en microscopie, idéalement en microscopie à épifluorescence, et des marqueurs qui sont importants pour suivre les développements bactériens sur les phases où il y a des sucres, c'est l'acide délactique, pour être sûr que notamment que les bactéries hétérofermentaires ne dégradent pas des sucres avec des risques de production de volatiles. Mais globalement, il faut faire attention à ces débuts de fermentation, parce que voilà, ces bactéries peuvent gêner l'implantation des levures et le démarrage des fermentations. En ce qui concerne les levures, bon, on fait aussi ce même, diagnostic, hein, chaque année. On sait à peu près les levures, donc ça, c'est des données bibliographiques. On connaît les espèces qui sont à cibler et à identifier. On sait que plus on va aller vers les vendanges, plus la proportion de germes fermentaires va augmenter. Et du coup, on réalise ces analyses de PCR pour essayer de diagnostiquer les différentes espèces présentes sur raisin. Alors là, les petits camemberts ont pris, une drôle de forme lors de la mise en forme et de la projection du diaporama. Désolé. Ce qu'on voulait dire, c'est que globalement, on a donc c'est des PCR quantitatives spécifiques des espèces qu'on fait maintenant pour être précis dans ces numérations. L'idée est de pouvoir donner des proportions de Tansignaspora, de Melchinicovia, de Pichia, de Torulaspora et de Laccancea. Entre deux, donc ces PCR-là sont assez récentes, hein, on a moins de recul que les dénombrements précédemment évoqués. Ce qu'on voit cette année, c'est qu'on a globalement les 3 mêmes espèces qui dominent, hein, Ansignaspora, Menchinikovia et Laccancea. Plutôt Ansignaspora, Laccancea et Menchinikovia dans cet ordre-là. Ansignaspora un peu moins problématique que l'an dernier, un peu moins dominante, peut-être en lien aussi avec cette population globale de levure qui est un peu plus faible. Ça ne veut pas dire que ça évolue pas par la suite. On l'a vu notamment sur des secteurs sud de la France, progressivement Ansignaspora prendre le pouvoir sur les bactéries précédemment évoquées. Donc ça peut encore évoluer. Et puis on a Laccancea et Menchinikovia qui sont présentes. Le point rassurant d'un point de vue microbiologique, c'est qu'à ce jour, concernant la recherche des Brettanomyces, que ce soit par analyse directe, donc PCR sur eau de lavage des baies ou PCR sur milieu d'enrichissement dans lequel on a placé ces baies, donc analyse indirecte, on n'a pas encore détecté aucune Brettanomyces sur raisin. Donc toujours pareil en pareil cas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, mais en tout cas, elles sont très largement minoritaires par rapport à cette microflore décrites précédemment, à savoir les bactéries et les levures des camemberts de la slide précédente. Ça, c'est un point intéressant qui peut lui aussi évoluer. On l'avait vu notamment pour refaire le parallélisme avec 2018, des évolutions sur la fin de campagne avec une fréquence de détection qui augmentait sur la fin de campagne. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la microflore des raisins, c'est qu'il voilà, y a une forte population de bactéries. Il ne faut pas la négliger. Même si, le raisin est sain, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention notamment si vous avez des itinéraires de pieds de cuve. C'est des choses qui sont assez véloces à se développer dans des conditions favorables. Donc un pied de cuve est là pour favoriser le développement microbien. Il ne faudrait pas faire des pieds de cuve de bactéries. Donc il faut essayer de leur fermer la porte. Le SO2, la bioprotection, la SO2. Le SO2, nous, on recommande de sulfiter quand même la vendange cette année, quand c'est possible, quand le cahier des charges, quand les objectifs le permettent, et éventuellement l'associer à des protocoles de bioprotection. Et sur les levures, des populations moyennes et pas ou peu de Brettanomyces. Donc s'il y a des départs en fermentation qui sont un peu languissants, c'est certainement pas la cause de concurrence de levures comme c'était le cas l'an dernier, mais plutôt de la présence des bactéries et voilà. Pour terminer sur les points finaux, donc les goûts de fumée, hein, comme on l'a dit en introduction, on en a beaucoup parlé cet été, notamment pour Bordeaux. Il y a eu pas mal de communication et encore une fois, à notre sens, un peu trop parce que pour nous, c'est pas un problème cette année en tout cas pas un problème sur la qualité organoleptique des raisins et des mous et des vins à venir, puisque toutes les analyses faites au laboratoire des marqueurs, de contamination sont bien en deçà des seuils de perception, de seuils qui vont être des indications, de contamination à venir en termes qualité des vins. Les incendies ont eu lieu bien avant, les phases qui peuvent être préoccupantes. Ils n'ont pas eu lieu lors des vendanges comme ça a été le cas sur certains vignobles malheureusement touchés les années précédentes. Donc ce point-là est très rassurant. Le seul point sur lequel on peut effectivement évoquer, c'est, sur les régions vraiment à proximité, des foyers d'incendie.
Alors après, il a été établi des cartes de nuages, de fumée, tout ça, mais nous, en tout cas, c'est qu'à proximité des sites initiaux des incendies qu'on a pu détecter des valeurs un peu plus élevées et généralement plus dans les fractions de presse que dans les jus de gouttes, liées aussi à la fixation de ces molécules-là, dans la pellicule et leur glycolysation, qui fait que voilà, c'est plutôt ces matrices-là qui seront sensibles. Donc ça va avec, cet effort de travail qui sont sur les presses et pas forcément sur les jeux. Donc, je pense que ce sera la dernière fois qu'on en parle des goûts de fumée pour Bordeaux de cette année. On pourra en reparler parce qu'effectivement, c'est une thématique qui malheureusement touche de nombreux vignobles. Et on y travaille notamment pour explorer. Là, aujourd'hui, on a quelques marqueurs analytiques sous forme libre et glycosylée, mais il y a certainement d'autres pistes de composés à aller rechercher. La petite surprise en fin de présentation, c'est aussi une thématique qui revient chaque année au moment des vendanges, depuis quelques années, avec, ces défauts aromatiques apportés, par les rigérons. Donc, Tommaso, a beaucoup travaillé avec, Julie ici en photo. Donc la photo, elle est prise derrière, une porte, hein. C'est plus pour le côté esthétique, ou en tout cas le montage qui est assez Non, sympa. C'est on a un bateau qui est garé dans le non, garage. non, c'est pas un hublot de bateau, c'est le hublot de la porte dans lequel on a placé, l'olfactomètre qui est couplé donc à un GC et à une spectrométrie de masse. Et Julie qui est aromaticienne, a travaillé avec Tommaso et Zurine notamment, Anna et d'autres de nos chimistes, à mettre en place une méthode d'olfactométrie de pointe de dernière génération. Et cet été, on a eu l'idée avec Tommaso, bah, du coup, d'aller chercher des échantillons d'érigérons dans des parcelles de vignes et de faire des macérats pour essayer d'aller un peu plus loin. Lorsqu'on avait eu les premiers cas, on avait été plutôt, fait des analyses ciblées des molécules que l'on connaissait, qui nous avaient orientés sur des pistes, de composés soufrés et de terpènes. Et grâce à ces macérats, à la fois faits sur des simulants vins et sur des simulants spiritueux, on a pu confirmer, la piste terpène, notamment au travers de 2 composés, le bêta-myrcène et le bêta-humulène. Il y a aussi un ester qui est ressorti des travaux de Julie. Donc c'est intéressant de gagner en précision et à terme, peut-être que ces indicateurs permettront de justement amener des analyses ciblées pour tracer des éventuelles contaminations sur les mous et les vins. Donc c'est une thématique aussi qui est importante, je pense, on pense. Et du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des échantillons. On est vraiment dans une phase d'accumulation de données. Donc voilà, c'est des partenariats qui peuvent être intéressants pour mieux comprendre cette problématique. Donc en conclusion, beh, comme l'a expliqué Tommaso, la mesure du delta C13, beh, c'est vrai que cette année, le millésime s'y prête, pour une meilleure connaissance des terroirs. Les phénomènes sont maximisés, tout malheur, bonheur est bon, hein. Donc là, c'est une opportunité pour essayer de caractériser mieux ces terroirs ou des essais qui étaient justement là pour, tamponner ces effets de stress hydrique et les objectiver en termes de succès et d'efficacité. Nous, on insiste, la méthode, elle est faite selon la méthode de référence et avec du matériel de référence. C'est pas un indice, c'est vraiment de la mesure de rapport isotopique. Il existe des indices, mais c'est pas des indices delta C13, ça n'existe pas. Soit on fait une mesure de delta C13, soit on fait un indice de quelque chose qui est corrélé. Alors, la représentativité, voilà, peut-être débattue, questionnée, mais voilà, nous, on insiste sur le fait que l'analyse, elle est faite avec cette méthode de référence et le matériel de référence. L'autre point, c'était l'oxydabilité des presses, de blanc et de rosé, en grande partie certainement liée à cette présence d'acide phénol sur les presses, en lien aussi avec le pH, lui-même en lien avec le potassium. Souvent, on a eu des discussions, de déficit d'acide, en fait. Alors c'est vrai que l'acide malique, il y en a très, très peu. On a discuté avec Tommaso, là, actuellement, au laboratoire, on est très fréquemment en dessous de 0,5 sur des échantillons de raisins rouges. Donc le malique, il y en a peu. Par contre, il y a quand même du tartrique. Donc il n'y a pas qu'un déficit d'acide, il y a aussi beaucoup de potassium, notamment quand on va être sur les presses. Donc c'est important d'avoir ça en tête, pour planifier le travail, de stabilisation à venir, à la fois vis-à-vis des risques oxydatifs et de rectification des pH. Au niveau microbien, les bactéries dominent ce raisin, donc il faut y faire attention et ne pas les négliger. C'est tout aussi problématique que des levures, oxydatives, par exemple, hein. Gluconobacter oxydans produit autant de composés, qui peuvent concourir à la volatile ou à augmenter le taux de combinaison plus tard qu'en Cyanospora ovare. Donc il faut vraiment faire attention à ces bactéries. Le goût de fumée, voilà, après de nombreux dosages, on pense que ça ne sera pas une problématique à Bordeaux cette année. Et concernant les régirons, on a quelques avancées, donc ça peut être intéressant de retravailler avec vous si vous avez des échantillons, notamment sur mou et sur vin, pour essayer d'affiner ces diagnostics.
Voilà pour la présentation qu'on voulait un peu plus rapide que les autres en live qu'on a fait durant l'année. C'est vraiment l'idée, c'est d'être assez succinct sur les choses. On va essayer de cumuler on cumule pas mal de données sur Rouge, plutôt sur la partie, sud-ouest actuellement, donc on pense faire un prochain en live, autour du 20 septembre. Voilà, ce en live sera disponible en replay et je crois qu'il y avait des questions qui sont arrivées. Alors non, c'est vrai que sur les donc Marion, merci pour ta question. Concernant les analyses, microbiologiques, c'est vrai que sur les millésimes précédents, heu, on avait quand même une concentration des informations sur Bordeaux. Maintenant qu'on a une collaboratrice qui est dans le sud et un collaborateur qui est dans l'est, on a à peu près effectivement, la moitié des échantillons qui viennent du quart sud-ouest et 25 du sud et 25 de l'est. Et globalement, ce qui est assez, alors c'est des analyses assez globales, hein, parce qu'on fait des moyennes de plusieurs centaines d'échantillons, d'analyse microbienne de dénombrement, donc plutôt la puissance 10, le facteur de puissance qui est important pour, évaluer les différences. Donc c'est vraiment très macroscopique, d'une analyse qui est liée pour les micro-organismes, mais c'est très macroscopique. Ce qui est assez rigolo, c'est que les tendances, se suivent en fait. Ce qu'on a observé dans le sud, on commence à le voir sur Bordeaux et sur l'est en fait. Donc ça concerne globalement tous les vignobles, cette présence des bactéries qui, dans le sud, a été orienté vers l'apparition d'Ancilia varum de façon plus marquée, sur les derniers raisins analysés. Mais globalement, on a des données sur vraiment tous les secteurs. On voulait faire un graphique par, région, mais voilà, pour être, assez précis des données, les données qu'on a eues ce matin pour intégrer, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on pourra le refaire et vous verrez que c'est assez global sur tous les secteurs, ces tendances-là. Bah, merci à vous d'avoir été présents. Donc, on va vous dire au revoir en activant la caméra et puis on vous souhaite une bonne suite de vendanges et puis, si on a des choses intéressantes, donc on pense le faire le 20 septembre, s'il y a des données, intéressantes, sinon on décalera. Mais, et puis d'ici là, on reste à votre disposition. Merci, au revoir. Bonne vendange à tous.